Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne qui vous explique en détail pourquoi rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Alors récemment, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'école à l'air libre, qui se trouve à Étampes, et qui est une école permaculturelle et basée sur les apprentissages autonomes. Donc c'est une école privée hors contrat, donc qui ne bénéficie d'aucun financement public. Et dans cette école, j'ai eu le plaisir de pouvoir faire un entretien avec Célia, qui est l'une des cofondatrices. Présenter des projets d'école alternative est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et que je pense que je recommencerai bientôt. Si je vous fais cette introduction, c'est aussi pour vous dire que vous pouvez trouver un lien en dessous de la vidéo, qui est un lien Hello Asso, où vous pouvez faire un don si vous le souhaitez à l'école à l'air libre. Si je vous parle de ça, moi personnellement, je ne travaille pas pour l'école à l'air libre, je n'ai pas de partenariat avec eux, j'ai rien personnellement à y gagner. Mais c'est simplement que je trouve que c'est vraiment un beau projet, qu'il faudrait plus d'écoles comme ça en France, à mon avis, et c'est assez difficile en fait, en particulier dans un climat qui tend à durcir de plus en plus les possibilités en termes d'éducation alternative, c'est de plus en plus difficile de survivre économiquement en France tout simplement. Donc si vous voulez soutenir un projet éducatif innovant et où vous aurez vraiment une idée à quoi est-ce que votre don va servir, je vous encourage fortement à cliquer sur le lien en dessous et à apporter votre aide à cette école. Ce serait vraiment un beau geste, je pense. Ceci étant dit, je vous laisse avec le reportage. Là on est dans le salon, c'est la pièce un peu principale où tout le monde se retrouve. Il n'y a pas d'atelier ici, mais on peut le voir quand les gens font pas l'atelier, souvent on est ici. Et ici il y a quand même des instances comme les assemblées des membres, les points journaliers. Et voilà, il y a un ordinateur, piano, imprimante. Et voilà. Et dans l'art de jeux de société aussi ici. Souvent c'est l'endroit où les gens mais oui, c'est comme Prince Mononoke, le Zika avec la vallée du vent. Il y a l'emploi du temps là-bas. Du coup, tu peux me parler de ça? Ça c'est les cercles, donc c'est un peu les... On pourrait dire que c'est un peu des espèces de commissions, mais on les a pas encore beaucoup utilisées, on n'en parle pas encore beaucoup pour l'instant, mais ça viendra plus tard. Mais donc il y a pas mal de cercles où chacun fait un peu plein de choses, mais je crois que ça n'a pas été actualisé depuis... Enfin, cette année-là, je crois que c'est pas actualisé. Par exemple, je suis dans Star Communication et... Star Communication, il est... Ouais. Ah, et du coup, t'apparais pas dessus? Non, je n'ai pas la photo ici, mais ouais, c'est pas encore actualisé. Ouais. Du coup, tu disais l'emploi du temps? Ouais, là, il y a l'emploi du temps, donc... Mais je crois que Donc le matin, il y a les ateliers où il y a des cours. Et l'après-midi, sinon, il n'y a pas grand-chose. Et ça fait une après-midi... C'est un truc un peu terrible. Il y a les grands jardins. Se déplace. Et donc c'est le jeu de bois. Oui, il y a des mangas de ça. Et donc tous les matins, on lit l'emploi du temps de la journée pour que tout le monde se reparte bien et sache ce qu'il a à faire. Bon, du coup, ça c'est l'entrée. C'est l'endroit où on range les chaussures, les sacs, etc. Chacun a un porte-manteau. Et son truc pour les chaussures et les sacs. Ici, il y a la bibliobule. Bibliobule? Ouais. Donc là, il y a des casiers pour ranger un peu ce qu'on veut. Donc tout le monde a un casier. Donc là, c'est un peu décoré Halloween. Donc c'est là où il y a des casiers. Ici, il y a les fiches pour le ménage. Qu'est-ce qu'il y a à faire et tout. Qu'est-ce qu'il y a à droite. Cuisine. Ah oui, et du coup, pour les repas, ça se passe comment? Ouais, voilà, ils amènent tous leurs repas, enfin pas tous, mais dans des tubes, et puis ils le mettent au micro-ondes. Ça arrive qu'il y en a qui fassent des nouilles sautées, des nouilles instantanées. Donc pareil, c'est sur les plaques. Donc là, si on ouvre ça, normalement, voilà, il y a plein de plats, il y a tous les... En fait, voilà, c'est ça. Et sinon, il y en a d'autres qui vont à la boulangerie ou au McDo, etc. Ok. Ok.
Ah oui, dans le but là, il y a des toilettes. Ici, il y a des toilettes. Et là aussi. Mhm. Ouais, ok. Et donc on peut monter. Jonathan va donner son nom de construction et pour protéger des Mexicains. Et là. On commence à parler un peu moins fort parce qu'il y a des cours dans la salle langage et dans la salle sciences. Ouais. Sinon, ici, on a. Ici, on a la salle peinture, la salle art. Donc, ça fait des maquillages. C'est n'importe quoi. Donc, D'accord. il y a plein de matériel pour. Bonjour. Attends, on va aller. Salut. Voilà. C'est génial, je trouve. Par contre, je suis à la galère. Ah oui, moi j'avais vu celui-là la dernière fois, j'aimais bien. J'ai trop la Ouais, c'est cool, c'est intéressant. Et j'ai trop faim. C'est pas un truc pour les. Tito, après, moi aussi, je veux du maquillage. J'ai demandé la première. Ah, ok, je serai en deuxième alors. On a la salle musicotricité. Qui est donc une salle avec des tatamis et des instruments de musique. Et ouais, c'est une salle. On fait souvent des loups-garous ici. C'est une salle où ouais, les enfants ils peuvent venir et faire un peu plein de choses. C'est assez sécurisé vu qu'il y a des tatamis et il y a des instruments pour ceux qui veulent en faire. Donc voilà. Et si on monte au deuxième et dernier étage. Là, donc ici il y a la salle calme, qui est vraiment faite pour se reposer. Les règles elles sont affichées ici. Ouais. C'est une bibliothèque où on peut lire des livres, c'est vraiment se reposer. Et à l'intérieur de cette armoire, il y a tout ce qu'il faut pour regarder des films, et des dessins animés, etc. Alors la règle c'est que si on veut regarder un dessin animé, on le regarde forcément en VO Ah ouais? avec des sous-titres. On n'a pas le droit de regarder des dessins animés. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, bah on fait ça parce que du coup, honnêtement c'est plus intéressant. Donc la dernière fois on a regardé un Disney, Encanto, et du coup on l'a regardé en VO. En espagnol du coup? Non, du coup la VO de Encanto c'est de l'anglais parce que Ah, c'est Disney. oui. Mais ouais. On a bien aimé le regarder en version espagnole, mais on l'a pas trouvé. Et donc ouais, les livres qui sont vraiment rangés comme dans une bibliothèque, avec des petites étiquettes pour dire où est-ce qu'on veut chercher. Ah oui, donc c'est par ordre alphabétique? C'est par ordre alphabétique, c'est par ordre d'âge et de classification, et après ouais, c'est par ordre alphabétique. Voilà. Ça vient de... Ça vient de quoi ça? Carton Maltese, je sais pas ce que Ah. c'est. Il y a la frise aussi. Ouais, elle est sympa. Ici on va pas rentrer parce qu'il me semble qu'il y a un atelier. Ouais, Ah. il y a Ergo. C'est quoi? Archiflex. Ouais. C'est la salle des cycles 4 où c'est vraiment une salle pour travailler en autonomie. C'est assez rare qu'il y a des cours ici, il y a les cours d'espagnol ici, mais c'est souvent là où les cycles 4 ils viennent pour travailler un peu en autonomie. C'est quoi les cycles 4? Ouais, dans l'école on est divisé par cycle en termes d'âge et pour les cours et les ateliers. Donc cycle 2, 3 et 4. Et donc le cycle 4 c'est ceux qui passent le brevet et un peu en dessous. Je crois que c'est 12, 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc c'est les plus grands et les plus autonomes qui viennent ici pour travailler en autonomie. Ça veut dire quoi, Archiflex? Aucune idée. D'accord. Vraiment, je sais pas exactement, mais non, je sais pas exactement. Ici on a encore une espèce de salle d'art plastique avec une nappe sur notre table, comme ça on peut faire une bâche, comme ça on peut faire un peu de ce qu'on- il y a une machine à coudre, il y a un peu tout ce qu'il faut pour faire un peu ce dont on a envie. Et donc là
Non, mais là, c'est le jeu. Bonjour. Là, c'est le jeu, où par définition, il y a plein de jeux de société, il y a un baby-foot, il y a des caplas, il y a beaucoup de choses. Donc voilà. Mais en soi, comme on peut le voir ici, les salles, elles sont pas dédiées à quelque chose de manière stricte. Là, par exemple, il y a Léo et Raphaël qui sont pas là pour jouer. Mais bon, voilà, quoi, ils se mettent ici parce qu'il n'y a personne. Donc voilà. Bonjour Célia. Salut Julien. Donc je suis aujourd'hui à l'école à l'air libre qui se trouve à Étampes. Et donc qui est une école un peu spéciale. Est-ce que tu pourrais te présenter l'école? Oui, tout à fait. Alors je suis Célia. J'ai créé l'école à l'air libre à Étampes il y a maintenant, donc c'est la 5e année à Étampes. Alors pourquoi j'ai créé une école de ce type-là, une école démocratique et permaculturelle? Eh bien pour 2 raisons. À la fois parce que donc, moi je suis dans le monde de l'éducation depuis toujours, que ce que j'y voyais ne me convenait pas d'un point de vue professionnel, et que je suis devenue maman aussi entre-temps, et que ce que je constatais de l'évolution, de la croissance de mes enfants m'émerveillait. Que l'un dans l'autre, j'ai eu besoin en fait de créer une école qui soit vraiment respectueuse à la fois de leur personne, voilà, en tant qu'enfant comme des individus à part entière, et qui respecte aussi mon besoin en tant que professionnel d'être à même d'encadrer, d'accompagner des enfants avec le plus de bienveillance et de liberté possible, en fait. Donc du coup, j'ai créé l'école à l'air libre d'abord dans ma maison pour mes enfants pendant 1 année, et ensuite j'ai rencontré Joël et Sandrine avec qui on s'est associés pour créer l'école à l'air libre à Étampes qui accueille aujourd'hui 25 enfants et qui tourne depuis 5 ans. Voilà. Et donc c'est quel besoin dont tu trouvais qu'ils n'étaient pas respectés pour tes enfants? Alors mes enfants ont commencé l'école avec Montessori et ensuite le public. Et Montessori d'abord et le public après? Oui, tout à fait. Ouais. Ils ont fait 2 années de Montessori et ensuite 1 année de public. Et tu saurais expliquer la différence entre Montessori et le public? Alors oui, tout à fait. En fait, on a mis nos enfants à l'école Montessori parce qu'on voulait un environnement qui soit assez familial, avec beaucoup de manipulation sensorielle, pratique, avec du matériel intéressant, adapté, avec une approche individualisée et avec de la bienveillance, de la communication non violente. Enfin, on avait déjà étudié pas mal de trucs. Et ce qu'on y a trouvé dans cette école, c'était quelque chose de très protocolaire, en fait. Montessori, tel que c'était appliqué par l'équipe pédagogique, c'était vraiment un processus qui passait d'un matériel à un autre, puis à un autre, puis à un autre, sans que le besoin de l'enfant d'explorer à son rythme soit vraiment entendu, en fait. C'était déjà préétabli. Voilà. C'est vrai que ça pose la question, est-ce que c'est l'interprétation de Montessori que cette école faisait, ou est-ce que ça vient plus de Montessori en soi? C'est ça. Pour moi, il y a un amalgame entre la philosophie éducative montessorienne et le matériel pédagogique qui a été fabriqué, qui a été conçu, qui est commercialisé aujourd'hui très facilement, qu'on peut fabriquer aussi très facilement, et qui est facilement aussi applicable, peut-être plus facilement applicable que véritablement une posture éducative d'écoute de soi, de l'enfant, de ses besoins.
Et je pense qu'il y a une petite confusion. Effectivement. Il y a un risque de résumer ça juste à une méthode, quoi. C'est ça. Nous, c'est ce qu'on a vécu. Clairement, des enfants qui avaient un grand besoin de liberté, qui ont une grande imagination, Montessori a mis un couvercle dessus. Montessori, on tue l'imaginaire, on n'a pas sa place, en fait, c'est très protocolaire, comme tu disais. Et donc, du coup, c'était pas possible de continuer dans ces conditions-là, quoi. Vraiment, les enfants pleuraient, ne voulaient pas y aller, enfin, c'était très clair. D'accord, et du coup, à l'école classique, ça s'est pas bien passé non plus? Et ben, l'école classique, ça a été la loterie, parce que donc, j'ai 2 enfants. Pour mon plus jeune, j'ai eu la chance de tomber sur une enseignante formidable. Et mon plus âgé, mon aîné, lui, il a eu une succession enseignantes tout au long de l'année. Et la ligne de conduite, c'était de écrire à mon fils une nouvelle lettre de l'alphabet par semaine. Voilà. Donc, peu importe si elle n'était pas là la semaine suivante ou quoi, le mot d'ordre, c'était une lettre par semaine. Et c'était vraiment le fil rouge, il n'y avait pas vraiment grand-chose d'autre à côté. C'est pas incroyablement lent, d'ailleurs. Voilà, donc c'était inintéressant au possible, en fait, pour des enfants de 5 ans qui ont besoin de découvrir la vie, qui ont besoin de se mouvoir, qui ont besoin de s'exprimer de moult façons différentes. Résumer une année d'apprentissage à une lettre par semaine, c'était vraiment douloureux pour lui, en fait, et pour nous aussi. J'imagine. Donc du coup, on s'est arrêté là, parce que l'année suivante, c'était l'entrée en CP. Donc le CP qui fixe davantage encore les enfants à une table, à une chaise, à un travail donné en un temps donné, d'une façon particulière qui doit être la même pour tous. Voilà, enfin, il y avait des choses qui, moi, ne me convenaient pas, en fait, et qui, d'après ce que j'observais de mon enfant, ne correspondaient pas du tout à son fonctionnement, en fait. Donc, du coup, à ce moment-là, je l'ai retiré. On a fait on a créé l'école à l'air libre chez moi, dans ma maison, pour mes enfants. Et ensuite, rapidement, je me suis associée à Sandrine et Joël pour ouvrir une école qui accueille d'autres enfants que les nôtres. D'accord. Et donc la pédagogie de l'école à l'air libre s'inspire d'autres écoles, donc tu m'avais dit. Est-ce que tu pourrais en parler un peu? Oui. Alors moi, j'ai pas du tout réinventé la roue. Il y a plein de pédagogues formidables qui ont œuvré depuis quand même un certain nombre d'années à défricher, à mettre en lumière quand même des processus et tout ce qui est de l'ordre de la psychologie de l'enfant. Que j'allais pas réinventer, que j'allais pas redécouvrir. En fait, moi, ce qui me parlait énormément de par mon observation de mes enfants et de par mon métier de professionnelle de l'éducation en tant que musicienne intervenante, c'était ce besoin vraiment fondamental qu'ont les enfants, mais comme n'importe quel être vivant, quel que soit son âge, ce besoin de liberté et d'espace d'expression de soi, en fait, de qui on est. Et ça, ne l'ayant pas trouvé en Montessori, j'ai continué mes recherches et j'ai découvert l'approche Sunbury, qui matchait complètement avec moi, ma vision de l'enfant, ma vision de la vie et de l'apprentissage de manière continue. Donc Sudbury, c'est un modèle d'école, un modèle éducatif qui vient des États-Unis, qui a à peu près 50 ans, d'après mes souvenirs. Oui, il me semble que c'est assez ancien, parce que j'ai vu la conférence de Ramin Faranghi. Je sais pas si ça n'a pas commencé dans les années 1950 ou... c'est assez ancien, mine de rien. C'est assez ancien. Peut-être même avant, d'ailleurs, je sais plus. Summerhill est plus ancien encore comme modèle. Summerhill, en Angleterre, cette école, qui est une école assez libre aussi, autogérée, elle a 100 ans.
Ah Elle oui, est plus proche c'est ça, de oui. nous et elle est plus ancienne. Comme quoi, ça existe depuis déjà un certain temps, quoi. Et oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été défrichées, qui ont déjà été expérimentées, et pas juste de 3 ans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même des institutions qui existent et qui ont vu passer des enfants, qui sont devenus des adultes et qui ensuite ont exercé différents métiers et qui vont très bien, en fait. Je veux dire, on a maintenant suffisamment de recul pour voir que ces modèles ne sont pas des modèles qu'on pourrait qualifier d'extrémistes ou de complètement fous. Vivre sa liberté, ce n'est pas fou et ça donne des résultats qui sont qu'on peut aujourd'hui, s'il le faut, hein, mais quantifier, qualifier vraiment, en fait. Et cette liberté d'être soi, de se connaître, d'interagir dans le monde en pleine connaissance de soi, en fait, d'être dans son plein potentiel, pour moi, dans une école classique, lambda, publique, telle qu'elle est aujourd'hui en France, c'est pas possible. C'est vraiment antagoniste, quoi. Et le modèle Sudbury, pour moi, rencontrait vraiment ce besoin que j'avais d'un espace de liberté, d'expression, d'apprentissage, d'entrer en relation avec les autres. Et je me suis vraiment reconnue là-dedans. Et donc, du coup, très rapidement, j'ai su que c'était ça, en fait. Que c'était vers ce modèle-là, cette approche-là que moi, je voulais me diriger, que je voulais œuvrer. Et en ayant rencontré Sandrine et Joël, qui avaient la même conception de l'éducation, je me suis dit, vraiment, on n'est pas seuls, en fait. Si nos 3 familles se sont rencontrées et qu'on a ce rêve commun d'une éducation respectueuse et libre pour nos enfants, d'autres familles doivent exister aussi, et l'un dans l'autre, on peut peut-être marcher ensemble et accueillir d'autres familles dans une école plus grande. Et voilà, donc c'est comme ça qu'à l'air libre. Du coup, je pose une question un peu naïve, mais concrètement, qu'est-ce qu'on apprend à l'air libre et dans les autres écoles qui s'inspirent de Sudbury? On apprend ce qu'on a envie d'apprendre, ce qu'on a besoin d'apprendre au moment T. En fait, ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de limite, en fait, dans ce qu'on peut apprendre. On est loin des programmes préétablis où en CP, on doit apprendre à lire de telle façon, entre telle période et telle période, et à tel rythme. Les enfants qui sont à l'air libre apprennent à lire, évidemment, mais ils n'apprennent pas tous à 6 ans, ils n'apprennent pas tous avec les ateliers Montessori, ils n'apprennent pas tous de manière autonome, ils n'apprennent pas tous de la même façon, en fait. Ils apprennent vraiment à leur manière, et nous, adultes, on ne sait pas encore de quelle manière ils vont apprendre à lire. On laisse juste un espace ouvert, un champ libre, et ce champ libre, en fait, l'enfant va être libre de l'explorer, d'aller tâtonner, et nous, en tant qu'adultes, on est là vraiment pour accompagner, pour soutenir ce chemin, en fait, que l'enfant emprunte, parce qu'il a besoin d'aller lire, en fait. Il a besoin de lire ce qui est écrit au tableau, il a besoin de lire ce qui est écrit sur le jeu auquel il est en train de jouer. Voilà, c'est une nécessité, c'est vital. Il a besoin, pour entrer en relation avec ses amis, avec le collectif dans lequel il vit toute la journée, il en a besoin. Donc, on apprend, voilà, je parlais de la lecture, mais ça s'applique sur vraiment tous les domaines. Ça va de la lecture à la pêche, à la cuisine, à la chimie. Enfin, on a des enfants de 8 ans qui sont passionnés de chimie, quoi. Alors que c'est pas le programme officiel. Voilà. Il n'y a pas de limite, en fait. Alors, la seule limite qu'on pourrait rencontrer
physiquement, c'est qu'un enfant qui veut apprendre la menuiserie, ben, on n'a pas d'atelier de menuiserie dans l'école. Mais encore une fois, c'est un faux problème, parce que est-ce que véritablement on apprend qu'à l'école, que qu'entre les murs de l'école? Ah bah non. Non, on apprend partout et tout le temps. Donc un enfant qui est véritablement motivé pour apprendre la menuiserie, il n'aura aucune difficulté à proposer au collectif de faire venir un menuisier, ou alors de lui-même d'aller chercher, avec l'aide des adultes du staff, d'aller voir un menuisier dans son atelier directement et d'apprendre auprès de lui. Regarder des vidéos, enfin, il y a tellement de façons d'apprendre. Enfin, on est quand même à une époque où il y a beaucoup de possibilités, beaucoup de visibilité avec les médias, Internet. On peut apprendre vraiment beaucoup de choses. Et ça serait tellement dommage de ne pas les laisser s'en saisir, en fait, et de les accompagner à s'en saisir. C'est vrai qu'il y a tout un peu cette idéologie autour de l'apprentissage. Oui, il y a quelque chose que j'avais vu il y a quelques jours. C'était dans des rapports d'inspection d'une autre école. Du coup, c'était pas l'ARLIP, c'était une autre école. Mais je voyais des inspecteurs qui s'étonnaient, par exemple, qu'il n'y ait pas vraiment de moment de récréation attitré, ou qu'il n'y ait pas de cours de récréation. Et je trouvais ça amusant, parce qu'il y a vraiment une idéologie, je pense, l'apprentissage, c'est quelque chose qui se fait dans un cadre et à un moment T. Et quand on n'est pas en train d'apprendre de manière structurée, genre dans un cadre, quand on pratique pas l'apprentissage, bah on est en train de se divertir, et quand on se divertit, on n'apprend rien. Et le truc qui me paraît super important à conscientiser, c'est qu'au fond, le jeu est enfin, tu vas être d'accord avec ça, je pense, le jeu est le moyen premier que la vie a trouvé pour permettre l'apprentissadage, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les enfants jouent plus que les adultes en général, c'est parce qu'ils ont plus de choses à découvrir et à s'approprier. On devrait jouer davantage, nous, en tant qu'adultes. Ouais, je suis assez d'accord. Mais le problème, c'est que je pense, dans la vision de l'éducation nationale, c'est la non-maîtrise, en fait, parce que le jeu est libre et le jeu nous emmène dans nos propres limites, nous emmène à la rencontre des limites des autres aussi. Et il y a quelque chose de l'ordre du hors contrôle, quoi. Enfin, et le fait de décider à l'avance comment apprendre, qu'est-ce qui est nécessaire d'apprendre et quand l'apprendre, et il y a quelque chose qui chante complètement le processus, en fait, de la découverte, de la curiosité, de l'élan, de l'enthousiasme. Tout ça, c'est chanté, et pourtant c'est le moteur. Donc comment faire avancer un véhicule si on abîme le moteur, en fait? C'est compliqué. Après, on peut remplir, on peut mettre des choses, des machins, des bidules, mais c'est pas... Je pense que ça vient beaucoup aussi dans le besoin de se rassurer, dans notre contrôle. On se dit si les choses elles sont notées, si les choses elles sont planifiées, si on a pu même encore qu'on teste pas beaucoup dans l'éducation nationale, mais si on a pu tester les choses, voilà, on peut dire comment ça marche et tout. Et en fait, on a des repères, et du coup on se rassure en se disant qu'on sait où on va, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai, il y a un manque de confiance aussi dans le déroulement naturel des choses, quoi, si je puis dire. À mon avis, il y a aussi un grand manque de confiance dans l'enfant en tant qu'individu qui est tout à fait capable d'apprendre, en fait. La vision assez normative de l'enfant, c'est que c'est ce fameux vase vide qu'il est nécessaire de nous-mêmes remplir, en fait. Alors que pas du tout, en fait. L'enfant est une source qui n'arrête pas de cheminer, qui déroule, en fait, vraiment. Si on laisse libre cours à cette source, elle va emprunter moult chemins, et ça va lui permettre d'acquérir moult apprentissages, en fait. Sachant que laisser libre n'implique pas de se désinvestir, mais plutôt de savoir, je dirais, être observateur et savoir à quel moment intervenir pour accompagner les propositions qui peuvent être faites par l'enfant, ou faire soi-même des propositions mais qui sont en accord avec ce qui l'intéresse du coup. Et c'est pas parce que je pense qu'il peut y avoir aussi un peu une peur des gens qui connaissent pas de se dire que finalement ce serait il y aura un peu une forme de désengagement, quoi. Partir du principe que tout vient de l'enfant et que du coup on doit s'en mêler le moins possible, alors
j'ai l'impression que c'est pas du tout ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, les adultes peuvent vraiment avoir un rôle à jouer, mais en tant qu'accompagnant et pas en tant que directeur, quoi. Tout à fait, en fait, c'est la grande différence. C'est un vrai sujet de société, je pense, cette question de liberté et d'autonomie, de droit. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on sépare les unes des autres, mais qui en fait vont ensemble. Mais quand on la regarde séparément, en fait, il nous manque vraiment un morceau. Dans une école de type démocratique, les enfants sont accompagnés vers cette autonomie, en fait. Nous, on utilise souvent cette image pour parler aux familles. Un enfant qui ne sait pas nager, je ne vais pas aller le mettre dans le grand bain pour voir s'il sait nager, en fait. Je vais pas le pousser et puis voir, et puis constater que, ah non, tu ne sais pas nager encore. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Un accompagnement à l'autonomie, c'est effectivement accompagner l'enfant à conscientiser que il n'a pas pied à cet endroit-là, qu'est-ce que ça génère? De l'inconfort, du confort, ou plutôt inconfort. Ok, comment on va faire maintenant pour être à même de pouvoir se déplacer en sécurité? Ça nécessite de nager. Ok, comment je vais pouvoir faire, sachant que ma flottaison, etc. Enfin, je veux dire, ça pose plein de questions qui nécessitent des réponses, qui nécessitent un accompagnement affectif aussi, émotionnel. Et tout ça, oui, c'est pas antagoniste en fait avec cet esprit de liberté en fait dans l'apprentissage. On est vraiment les adultes sont vraiment là, mais les adultes de l'école, mais les parents aussi qui ont cette démarche-là avec leur enfant, ils sont là pour soutenir l'apprentissage, pas pour tirer sur la plante pour la faire pousser plus vite, mais plutôt pour apporter le terreau, remettre un peu d'eau si nécessaire, mais c'est pas l'élan vient de l'enfant, l'adulte a confiance et soutient ce qui est en train de se développer et accompagne le mouvement qui est déjà qui vient de l'enfant, qui est induit par l'enfant. L'adulte n'induit pas plus que ça, quoi. D'accord. Donc là, il y a un potager. Je sais pas exactement ce qui est planté, mais tous les jeudis, on a un club nature où on s'occupe un peu du jardin. Il y a des gens du jardin, il y a quoi ouais, donc il y a pas mal de choses qui sont plantées. Là-bas, on verrait qu'il y a des arbres fruitiers et puis un autre potager. Mais donc tous les jeudis, ça s'améliore. Je crois que le jeudi dernier, par exemple, il y a les cordes qui ont été mises avec les planches. Donc voilà. Ici, on a une petite mare. La légende raconte qu'avant, il y avait des poissons. La légende. Ça, c'est pas un truc pour les insectes Ça, c'est un truc pour les insectes. Alors, je sais pas ce que ça donne parce que j'ai pas vraiment vu d'insectes dedans. Mais peut-être qu'en été, il y aura du monde. Ouais. Donc là, on a une pelouse qu'on aimerait bien refaire parce que c'est un peu cassé. Mais ici, c'est un terrain où il y a beaucoup de ballots prisonniers, de jeux de ballons et de jeux où on peut courir. Donc ici, il y a encore un potager. Un peu plus sauvage. C'est des arbres fruitiers qu'on a plantés. Alors tout est écrit partout. Ça du coup c'est un olivier. Ouais, je me disais. Et donc là pareil, c'est des arbres fruitiers. Tout ce qui est balisé. Et donc on a des pommes, on a des pommes, on a un peu plein de trucs. Ici on a aussi planté des fraisiers, des petites fraisiers, un peu sympa. Donc voilà, donc ici il y a pas mal de choses, il y a des tomates, il y a des poires, il y a pas mal de choses. On aime bien. Ça c'est le club nature. Quand on est arrivé au début de l'année, tout était. Il y avait plein de mauvaises herbes partout qu'on a débroussaillées avec pas mal d'outils. Là il y a l'atelier. Enfin, c'est un peu plus dans le désordre. Là il y a l'atelier avec tout le matériel pour jardiner. Ouais, donc pas mal de matériel pour jardiner, pour bricoler, etc. Notamment les arrosoirs qu'on utilise tous les jours. Enfin, pas quand l'été, mais tous les jours on arrose. J'aime bien les affiches comme ça, enfin les panneaux. Ouais, carrément. Là-bas, il y en a un qui est mis. On est passé devant. Ouais, j'ai vu. Ouais, tout à fait, ils sont géniaux.
Oui, je vais te poser une question aussi. Donc, à l'air libre, ça se présente comme une école permaculturelle. Qu'est-ce que c'est que la permaculture du coup, pour toi? La permaculture, c'est une philosophie ou un art de vivre. Bien souvent, alors la permaculture, c'est un mot qui sort beaucoup en ce moment, mais qui est assez rattaché au jardinage. Ah oui, Voilà. moi, pendant des années, j'étais persuadé que la permaculture, c'était juste Ouais. une méthode de culture des plantes, des légumes. C'est une méthode d'agriculture, quoi. Alors, ça s'applique à l'agriculture, enfin au maraîchage, à la vie de la terre, à la culture de la terre, mais ça s'applique aussi à la culture de l'humanité, en fait, à la culture des hommes et des femmes qui vivent ensemble. La permaculture, en fait, il y a trois piliers. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humanité, des hommes et des femmes, et partager équitablement les ressources. Voilà. En gros, c'est les trois piliers. Donc, effectivement, ça peut s'appliquer au jardinage, mais ça peut s'appliquer aussi à la vie en collectivité. La permaculture, elle prend en compte vraiment le potentiel de l'individu ou de la plante. Elle le prend dans son environnement, en fait. Nous, à l'air libre, ça rejoint ces questions de liberté individuelle et de liberté collective. L'enfant, l'adulte, la personne qui vit à l'air libre, elle a son potentiel, elle a ses spécificités et elle va pouvoir les développer parce qu'elle est dans un certain environnement où il y aura d'autres personnes qui vont être différentes d'elle et qui vont pouvoir lui apporter. C'est là, du coup, on voit que, en fait, je dirais que le travail, entre guillemets, il n'est pas dans la réalisation des programmes, mais dans le fait de créer un environnement qui est riche, du coup. Non, pas du tout. Il y a vraiment une question. Ouais, c'est l'environnement, en fait, qui fait tout. Il y a un équilibre c'est un équilibre vraiment en mouvement en plus, parce qu'on est sur quelque chose de très organique. Donc, encore une fois, il n'y a pas de recette de dire bon, bah, on va faire comme si, et ensuite ça va marcher pour 10 ans. Non, pas du tout, en fait. Cet équilibre, il est en permanence en mouvement parce que non seulement la communauté de l'école change, mais même sans changer, les individus évoluent et ils changent eux-mêmes, en fait. Donc finalement, on est tous en mouvement, les uns avec les autres, les uns par rapport aux autres, et on va finalement créer ce réseau d'entraide qu'on retrouve dans le jardinage, dans cette méthode de jardinage, où finalement, si on plante que des poireaux, voilà, le sol va finir par s'appauvrir parce que finalement, avoir cultivé la même plante au même endroit pendant des années appauvrit le sol, en fait. Le sol, il a besoin d'être nourri par différentes plantes, et ces différentes plantes vont être nourries elles-mêmes par le sol qui va être enrichi. Enfin, il y a quelque chose de très vertueux à la fois pour le sol et à la fois pour les plantes qui poussent, pour les légumes qui poussent. Et c'est la même chose, en fait. Du coup, on retrouve le problème de la trace et de la bétose, c'est que planter que des carottes et tout, ça appauvrit la terre, mais l'avantage, entre guillemets, c'est que tu peux très facilement calculer ton rendement annuel, combien de temps ça va se dégrader. Du coup, tu peux faire des tableaux Excel, et voilà. Alors que si tu prends plein de plantes et que tu les mets en interaction pour qu'elles soient les unes les autres, déjà, ça demande une forme de savoir artisanal qui peut être plus complexe à s'approprier et à appréhender, et puis surtout, t'as un contrôle qui est assez limité, en fait, sur ce qui se passe, et voilà. Et en fait, c'est exactement le problème, quoi. Exactement. Une forme de lâcher prise et de confiance en ce qui est, en fait. J'ai confiance, j'ai l'expérience que les carottes se marient bien avec telle espèce de fleurs, je vais les mettre ensemble, je vais voir ce qui se passe. Globalement, mon expérience me dit qu'effectivement, ils vont s'apporter l'un l'autre, et mes carottes vont être plus belles, mes fleurs vont être encore mieux, moins attaquées par les parasites, etc.
profitons-en, en fait, c'est gagnant-gagnant. Oui, et d'ailleurs, en général, quand on cherche un sol qui est riche en nutriments, je sais pas, par exemple, pour prendre de la terre et la mettre dans notre potager et tout, bah, où est-ce que c'est facile d'aller? Bah, dans la forêt, quoi. Dans les endroits où on va dire que l'homme a, bon, beaucoup de forêts sont quand même, il y a quand même des zones qui les organisent et tout, mais où il y a un contrôle qui est quand même limité, quoi. Ouais. Et c'est là où finalement la terre est de la meilleure qualité. Et c'est là où on se demande quel est l'objectif, en fait. Mm. Quel est l'objectif de l'éducation nationale française? Est-ce que Ah, bah, c'est une grande question. Est-ce que c'est de maîtriser, contrôler et avoir un bon rendement? Ou est-ce que c'est d'élever, de prendre soin et d'offrir une dimension, enfin d'offrir, de révéler en fait le potentiel de toute cette diversité qu'on représente, nous, population et jeunes générations, pour l'offrir à l'avenir, en fait, pour nous l'offrir. Je dirais que bon, ça après, ça n'engage que moi. Enfin, tu me diras ce que t'en penses, mais je pense que. Alors, après, c'est compliqué. Est-ce que c'est un objectif conscient ou un objectif inconscient? Je pense que c'est un objectif qui est principalement inconscient. Je dirais pas que chacun des professeurs et tout fait ça pour ça, mais en tout cas, je pense que l'objectif numéro un, c'est quand même de créer des individus qui sont conformes, parce que et c'est pas. Il y a quand même il y a quand même quelque chose derrière qui dit, bah en fait, si les individus arrivent à se conformer dans la société, ils trouveront un travail, ils arriveront à créer une famille, à créer un relationnel, enfin, ils arriveront à se débrouiller dans la vie, quoi. Mais ça passe par la conformité et par le fait de nier notre individualité, de nier notre spécificité, de nier un certain nombre de nos talents propres, et voilà. Et pourtant, le fait est que cette volonté d'égalité des chances dans les écoles, Ouais. bah, aujourd'hui, c'est un échec. Enfin, on ne peut que constater que les enfants qui viennent de familles plus aisées se sortent toujours mieux malgré les dispositifs mis en place. Je crois même que ouais, ça empire en fait. C'est un échec, c'est un échec. Je crois que c'est pire que ça, c'est-à-dire que je crois que l'inégalité est plus importante aujourd'hui que par le passé. Ah, ça se creuse en fait. Et donc nous, pour revenir à l'air libre par exemple, enfin, notre approche éducative posée, on accueille des familles qui sont en accord tout de suite avec nos valeurs, et d'autres familles qui viennent à nous parce que leur enfant n'arrive pas à se conformer à ce qui leur est demandé, imposé, la pression qu'il leur a mise dans les écoles publiques dans lesquelles ils sont, et qui viennent à nous en demandant de l'aide, et ensuite en travaillant avec ces familles qui progressivement changent d'angle de vue, changent de regard sur leur enfant, sur l'éducation de manière générale. Et ces enfants qui n'arrivent pas à se conformer, ben, c'est des enfants qui, malheureusement, nous arrivent avec des étiquettes 10, TDA, HP, phobie, harcèlement, enfin voilà, nous, aujourd'hui, on récupère les enfants qui ont été mis de côté par le système qui se veut pourtant égalitaire. Et nous, dans notre philosophie éducative, dans la construction de notre école, dans ses piliers, donc on a beaucoup parlé de la liberté, nous, on n'est pas sur de l'égalité, on est plutôt sur de l'équité. C'est ça, oui, c'est ce qu'on disait. Exactement. Après, en tout cas, la question de l'égalité, ça pose... en fait, c'est toujours le problème des mots en général, c'est qu'en fait, on utilise les mêmes mots, mais les gens comprennent des choses différentes. Et du coup, bah, l'égalité, est-ce que c'est... une égalité, enfin, est-ce que c'est une égalité de traitement, ou alors est-ce que c'est la similarité, ou est-ce que voilà, si l'égalité c'est la similarité et l'uniformité, voilà, c'est est-ce que par exemple l'égalité devant la loi c'est la même chose que l'égalité, on va tous faire la chose au même moment, c'est peut-être plein de définitions de l'égalité différentes. Complètement.
complètement. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'aspects de l'égalité où c'est pas forcément si bien, entre guillemets, de mon point de vue que... Il y a un grand champ d'interprétation, effectivement. Nous, à l'école, donc ils ont une l'équité et ils ont une égalité de droit. Okay. Ça, on est, nous avons une égalité de droit, puisque qu'on soit enfant ou adulte, on a tous cette possibilité d'aller porter une proposition, de déposer un constat, de demander une médiation. Enfin, on a ce droit-là qu'on ne peut pas nous enlever, quel que soit notre âge, etc. Il y a beaucoup d'horizontalité aussi. Et effectivement, nous, notre système, pour nous, il n'y a pas de... On est tous membres de l'école, on est membres du collectif école, en fait, et cette égalité de droit, il participe grandement. Après, il y a aussi l'équité, dans le sens où un enfant de 6 ans, il n'a peut-être pas la même facilité à aller écrire une proposition, la porter à haute voix devant tout le monde, qu'un ado de 14 ans. Et en ce sens-là, nous, en tant qu'adultes, on a fait le choix éducatif d'aider un peu plus, de prioriser ces enfants qui ont encore besoin d'accompagnement dans leur autonomie pour les aider à obtenir cette égalité. Enfin, quand ils ont besoin d'un petit peu de soutien. Et c'est en ce sens-là que, pour nous, l'équité, elle est hyper importante. Et tu dirais peut-être que l'équité, ça peut rejoindre la notion d'inclusivité aussi, parce que moi, je parle plus d'inclusivité, peut-être que c'est encore des notions voisines. Oui, tout à fait. Comme on a chacun nos spécificités, on est tous différents, et heureusement qu'on est tous différents, parce que c'est en ce sens-là qu'on s'apporte et qu'on grandit et qu'on s'enrichit. Mais cette diversité, elle mérite d'être regardée. S'il n'y avait que des ingénieurs informaticiens, on vous fera plus. C'est compliqué. Elle mérite d'être regardée et valorisée pour ce qu'elle est. Nous, on a pu constater que les enfants qui ont un fonctionnement qu'on pourrait qualifier d'atypique, neuroatypique, pour nous, c'est des cadeaux, parce qu'ils empruntent des chemins dans leur tête, des chemins de réflexion, que les neurotypiques comme moi, par exemple, n'empruntent pas. Et ça permet de voir d'autres paysages, en fait, d'autres façons de penser, d'autres possibilités auxquelles je n'avais pas pensé, parce que c'est pas mon fonctionnement. Et je suis heureuse de pouvoir rencontrer, en fait. Il n'y a pas une bonne façon de penser et une façon moins bien. En fait, effectivement, on a besoin de cette inclusivité pour pouvoir se faire grandir les uns les autres et faire grandir la communauté et l'humanité. Enfin, on a besoin de ça. On a besoin de regarder nos spécificités. Pas l'uniformité. Et puis il y a aussi beaucoup de... Justement, dans les étiquettes qu'on met, TDAH, HPI, autiste et tout, il y a quand même un truc que j'ai observé, parce que moi je m'intéresse à la psychologie, je vais faire mon métier. Il y a quand même beaucoup de choses, en fait, soit qu'on va désigner comme des problèmes, ou alors on va dire que c'est des troubles qui, a priori, sont là pour durer dans le temps, ou parfois on prend un enfant, on va dire dyslexique, TDAH et tout, et on le met juste dans un contexte différent, et en quelques jours, le problème qui semblait insurmontable n'existe quasiment plus. Donc je trouve que ça pose aussi la question de la pertinence de certains diagnostics. Est-ce un problème, ou est-ce que c'est une non-adaptabilité, une non-adaptation à quelque chose qui est imposé et non choisi, en fait? Moi, je peux carrément prendre l'exemple de ma petite sœur, qui a su lire assez tard, et qui déchiffrait jusqu'à 8 ans, voire quasiment 9 ans, je crois. En CE2, elle n'arrivait même pas vraiment à lire les consignes de ses exercices. Elle a vu, je crois, de 2 orthophonistes, elle s'est fait diagnostiquer de la dyslexie, peut-être dysorthographie, je sais plus, et on voulait encore, on se demandait s'il n'y avait pas de la dyslexie derrière, voilà, et 2 ans après, elle lisait aussi fluidement, quoi. Et elle écrivait tout à fait correctement. Donc ça,
On l'a vu aussi à l'air libre. Je sais pas, de la dyslexie qui disparaît, moi je trouve ça un peu curieux quand même. Le truc c'est ça, c'est que nous on a vu des enfants qui sont arrivés embêtés parce qu'il fallait lire à 6 ans, 7 ans, 8 ans, ça devenait un problème qu'ils ne lisent pas. Et tant que la pression était là, sur l'apprentissage de la lecture, tant que l'enfant subissait la pression, il lui était impossible de lire correctement. Impossible. Forcément, que ça s'achète la souffrance. Donc, voilà, c'était impossible. À partir du moment où la pression est ôtée, on lui dit ok, ça sera à ta façon, quand tu veux. Tu vois bien que c'est nécessaire, que ça va t'apporter des choses super, mais ça sera quand tu veux. Et on l'a vu en fait, maintenant avec nos 5 ans d'expérience, on a vu des enfants apprendre à lire en 3 semaines. En 3 semaines, et vraiment sans passer par cette phase de déchiffrage laborieux, lettre à lettre, syllabe à syllabe, sans comprendre ce qu'on est en train de lire. Vraiment, ces phases-là, quand l'apprentissage est respectueux de l'enfant, qu'il est physiologique en fait, quand l'enfant est à maturation, à maturité. C'est un truc dont on parle quasiment jamais, c'est la maturité cognitive. C'est fondamental. Ouais, c'était dans le TEDx de Rami Farangi. Moi, puisque j'avais découvert ça à l'époque, j'étais pas vraiment dans. J'avais jamais entendu parler de Sudbury, je connaissais pas trop cette approche-là. Et je suis quelqu'un qui a un passif où j'ai besoin de cartographier les choses pour me rassurer, donc du coup, et en même temps, je voyais plein de problèmes depuis déjà très jeune dans le système éducatif, et en même temps, l'étape on n'a vraiment pas de programme, et c'est vraiment libre, quoi. C'était un truc qui m'a fallu un certain temps pour appréhender. Mais le truc qui m'avait fasciné, c'est quand Ramin expliquait que c'était, je crois que c'est le fondateur de Sudbury, je sais plus très bien. Daniel Greenberg. C'est possible, j'ai pas retenu le nom, mais je crois qu'il avait fait une expérience avec une école qui était avec des élèves qui avaient des difficultés. Il avait essayé, et si on apprenait juste plus du tout les maths pendant tout le primaire, on supprime les maths. Et pour voir en fait si en commençant plus tard, ça peut pas être plus adapté. Et alors je sais pas si c'est plus adapté ou pas, mais en tout cas, apparemment ce que ça avait donné, c'est que en 1 an, au niveau de la 6e, en gros, voilà, en 1 an en fait, il rattrapait le niveau de ceux qui avaient fait des maths pendant 5 ans. Et c'est l'histoire d'une étude qui a été menée dans les années 30 par un recteur et chercheur américain du nom de Louis-Paul Bénézet. Bénézet avait l'intuition que les maths, en fait, c'était trop tôt pour des enfants de l'école primaire. Et il sentait que si on ne leur enseignait pas les maths, ils arriveraient en 6e sans lacune irrattrapable. Du coup, pour tester cette folle hypothèse, il a demandé à quelques écoles primaires des quartiers pauvres de tout bonnement abandonner l'enseignement des maths. 6 longues années plus tard, il relève les compteurs en espérant vérifier son hypothèse, et là, stupeur, les résultats dépassent largement ses attentes. Des enfants des quartiers pauvres avec seulement 1 année d'entraînement surpassent de manière significative leurs camarades des quartiers riches qui, eux, avaient 6 années d'entraînement. Donc lorsqu'on me demande comment est-ce que les enfants vont apprendre les maths à l'école dynamique, eh bien je leur réponds qu'on les laisse tranquilles et que c'est prouvé scientifiquement. Oui. Et donc ça pose la question, en fait, pourquoi est-ce qu'on passe 5 ans à faire des maths quand on peut apprendre 1 an? Ça pose la question de cette des fameux programmes conçus en spirale. Est-ce que 6 ans c'est le bon âge pour commencer? Tu sais que quand même les programmes sont conçus de manière à reprendre d'une année sur l'autre un peu la même chose. CM1, CE1, CE2, CM1, CM2. Voilà, CM2, 6e, on refait la même chose en fait. Peut-être un peu différemment, mais on revoit les mêmes choses, on revoit, parce que c'est pas acquis au moment où c'est présenté, parce que c'est peut-être pas le moment. Et que... C'est carrément dans l'intitulé des classes en fait. Cours élémentaire 1, cours élémentaire 2, donc c'est 2 fois cours élémentaire, quoi. Cours moyen 1, cours moyen 2. Ça n'a de logique que la maîtrise intellectuelle de l'adulte qui programme et qui pédagogiquement et au niveau de l'apprentissage, ça ne convient pas à tout le monde. Ça convient à certains enfants
qui aiment ce cas, qui ont besoin de cadre, de sécurité, de balisage. Voilà, il existe vraiment des enfants pour qui ce système-là de public, de l'éducation nationale, convient bien. Moi, je milite pas pour l'explosion des écoles démocratiques partout en France. Moi, je milite pour une explosion d'alternatives, quelle qu'elle soit, en fait. Que ça soit Montessori, que ça soit Freinet, que ça soit Le Crowley, que ça soit... peu importe, en fait. J'oserais même dire, alors je sais pas si tu seras d'accord là-dessus, mais potentiellement même pourquoi pas des écoles catholiques très strictes et tout, pour qu'au moins les gens puissent expérimenter la chose, quoi. En fait, c'est quitte ça. à ce qu'ils en reviennent peut-être, mais au moins... c'est ça, c'est qu'il y ait une vraie liberté, qu'il puisse y avoir un vrai choix conscient, en fait, et qu'il puisse y avoir un choix expérimenté, quoi. Pas juste fantasmer de ce type d'école il se passe ci, ce type d'école il se passe ça, et quelque chose qui colle aussi avec les valeurs éducatives de la famille, quoi. Enfin, pour moi, la diversité des écoles, elle est aussi fondamentale que la diversité des individus qui est nécessaire à l'élévation de l'humanité. Tiens, d'ailleurs, oui, par rapport à ce besoin des méthodes d'intellectualiser des choses et tout qui ne correspondent pas forcément aux enfants, moi j'ai commencé depuis peu à travailler pour l'école démocratique de Paris, qui se base à peu près sur la même pédagogie, la même approche. Et j'ai un truc qui m'est arrivé encore il y a quelques jours que je trouvais vachement intéressant que ça racontait. C'est que on a imprimé des petites fiches de jeux d'exercice, notamment qui vont travailler sur la symétrie. T'as une image, c'est un peu du pixel art en fait, c'est avec des petits carrés que tu dois colorier. Okay. Et en fait, t'as la moitié de l'image et tu dois refaire l'autre moitié en symétrie. Alors ça a intéressé quelques enfants, mais pas beaucoup. Il y en a quelques-uns quand même qui ont bien aimé. Mais bon, c'était un peu laborieux quand même. Et quelques jours après, on avait sorti un jeu avec des pièces géométriques, un peu comme du tangram, mais avec plus de pièces. Et en fait, le but c'était de reproduire des modèles. Et donc voilà, il y a des enfants qui ont joué avec ça. D'ailleurs, ils s'en sortaient très bien en fait. Ils arrivaient très bien à reproduire les modèles. Alors c'est parfois des modèles assez complexes. Et à un moment, ils ont commencé aussi à faire des figures, mais sans vraiment de modèle. Et donc ça faisait une sorte de rosace et tout. Et là, j'ai ma collègue qui me fait remarquer, mais en fait, leurs figures, là, assez complexes et tout, elles étaient parfaitement symétriques. Et là, je fais, bah ouais, en fait, mais personne n'était là derrière pour leur dire, faites de la symétrie. Ils l'ont fait spontanément parce qu'ils ont vu que la plupart des figures étaient symétriques, parce que ça leur semblait plus harmonieux, mais donc ce qui veut dire que le concept de la symétrie, en fait, il est hyper intuitif pour eux, et que si on commence à leur dire, alors les règles de la symétrie, c'est comme ci, comme ça, il faut faire comme ça et tout, là, parfois, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on essaye de cartographier un truc qui a peut-être pas besoin d'être cartographié au final. Ouais, c'est comme nous quand les enfants ont commencé à apprendre à manipuler les nombres en jouant aux cartes Pokémon. Ouais. Et qu'on leur a dit, mais génial, vous faites des maths? Oh non, on joue. Ah non, on joue nous, hein. Ah ouais, vous jouez super bien. Mais là, ce que vous faites, ça s'appelle des maths, quoi. Faut calculer les dégâts, faire des soustractions. C'est ça. Et donc c'est là où effectivement apporter les termes en fait de mathématiques, d'addition, de soustraction, c'était intéressant. Mais est-ce que ça aurait été intéressant de leur proposer d'abord les termes avec ce que c'est, mais déconnecté d'un jeu, déconnecté d'un élan, déconnecté de quelque chose qu'ils sont en train de faire à plusieurs, d'expérimenter à plusieurs. En fait, tout ce qui est terminologie, des règles de grammaire, etc., c'est utile, hein, c'est nécessaire pour qu'on puisse travailler sur les projets, avancer, parler correctement, écrire correctement. Toutes ces choses-là sont nécessaires. Mais elles sont nécessaires une fois qu'on a vécu l'expérience, qu'on s'est trompé, ou qu'on a vu une limite. Et ben, cette règle qui permet de lever l'obstacle et d'aller plus loin, il prend tout son sens en fait. Et dès lors qu'il y a du sens, on sait bien que ça s'intègre hyper rapidement en fait. L'apprentissage s'intègre hyper facilement. De mettre une règle de grammaire ou d'orthographe ou de conjugaison, une fois que l'enfant
à buter sur un mot qu'il ne sait pas écrire et qu'il a besoin d'écrire parce que c'est l'article de son journal en fait. Et que ça va être publié, que maman va le recevoir, qu'on va le mettre à la bibliothèque municipale. Parce que du coup, vous faites un atelier écriture de. Exactement, de ouais. Nous, le français passe pas mal comme ça. Ouais. Lapins. Voilà, il y a l'élan de je veux absolument écrire sur les lapins, quoi. C'est hyper important, j'adore les lapins. Mais alors, si lapin, voilà, je sais pas l'écrire, personne va me comprendre, quoi. Et là, pour lever cet obstacle, j'ai besoin d'apprendre, en fait. En fait, on est beaucoup dans le système classique, dans une logique qui est un peu montée à l'envers. En fait, on part de la théorie en apprenant plein de trucs et en disant ça va vous servir plus tard, vous inquiétez pas. Ou pas, mais au moins si ça va vous servir, on est sûr que vous aurez l'info, quoi. Alors qu'en fait, ça paraît beaucoup plus naturel de dire, je pars de ce que j'ai envie de faire, et pour accomplir ce que j'ai envie de faire, je vais me rendre compte qu'en fait, il y a plein de choses que je connais pas, que j'ai des lacunes, j'ai des trucs à apprendre, et du coup, je vais apprendre ce qui va me permettre de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et en fait, c'est dans ce sens-là que ça marche. Alors, en fait, on a complètement intellectualisé et déconnecté tous les autres moteurs d'apprentissage autres que le mental, en fait. L'élan du cœur, à aller découvrir, à aller gratter un petit peu tel ou tel domaine parce que j'ai envie. C'est pas dans la tête que ça se passe, c'est vraiment l'envie, l'instinct, l'intuition, l'envie d'apprendre, de découvrir. Et ça, c'est complètement passé à la trappe, puisqu'on est complètement dans le mental à faire des programmations, des sous-programmations avec des plans A, des plans B, puis si ça marche pas, hop, on passe au plan C. En fait, voilà, on est dans on revient sur ce... Grand A, voilà. petit A. Exactement. On déroule tout avant que ça se passe, en fait. C'est ça. On déroule toutes les potentialités, toutes les règles, avant même de les rencontrer dans la vie, en fait. En plus, il y a des choses que même scientifiquement, on sait déjà, mais on les applique pas. Moi, par exemple, dans mes cours de psychologie à la fac, on avait des cours de psychologie cognitive, et dans ces cours de psychologie cognitive, on nous disait, par exemple, que, alors je sais pas trop comment les pourcentages ont été obtenus, mais on nous disait qu'il y avait des pourcentages de rétention de l'information en fonction de la méthode d'apprentissage. Et donc c'était des trucs du genre, quand tu ne fais que lire un texte, tu mémorises à peu près 10% d'informations que tu as lues. Si tu lis un texte et qu'en même temps tu as une image, c'est peut-être 15 ou 20%. Si en plus tu manipules quelque chose, ça monte encore. Et finalement, on se rendait compte que le pourcentage de rétention était maximum quand la personne était vraiment investie à fond dans l'apprentissage, qu'elle le vivait, qu'il y avait un environnement autour, et aussi qu'elle pratiquait directement, qu'elle appliquait ce qu'elle apprenait quasiment en temps réel, quoi. Et donc là, on était sur des taux de rétention qui étaient maximum. Et comment est-ce qu'on apprenait cette information ? Dans un cours magistral. Voilà. Donc, je trouve que ça nous Après, voilà, ce qui peut entraver un changement de posture, de système, c'est les classes qui sont surchargées dans le public, le taux d'accompagnement qui est limité, quoi. Enfin, je veux dire, dans les classes dans le public, il y a un enseignant pour une trentaine d'enfants, d'une même classe d'âge, donc en plus ils sont tous en compétition pour être les meilleurs possibles, et alors l'entraide on oublie. Et alors que ici on est dans un système complètement opposé, on est 25, d'âge complètement différent, donc du coup la compétition elle n'existe même pas, ou alors elle est choisie de se mesurer sur tel ou tel truc, mais en conscience, consentie en tout cas. Et en termes de taux d'encadrement, on a fait le choix de mettre le paquet, en fait. On est 4, 5, 6 à 7 adultes par jour. Donc on a des rotations, mais on est 6 à 7 adultes par jour. Certains sont membres de l'équipe pédagogique qui dispensent des ateliers, journalisme, maths, langue, etc. Et d'autres qui sont des bénévoles, d'autres qui sont des intervenants, des services civiques. Toujours est-il qu'on a toujours un grand nombre d'adultes qui est présent pour accompagner l'enfant, en fait, où qu'il en soit.
on n'est pas sur de l'apprentissage verticalisé, mais sur du partage. Donc, c'est-à-dire que même si moi, voilà, les maths, je ne suis pas forcément très à l'aise, j'ai un trou de mémoire là, sur une table de multiplication, et que l'enfant là, il me pose la question, même si je ne sais pas, c'est pas grave. Je peux lui montrer je peux aller chercher l'information avec lui, et que je suis faillible. Attention, tu casses ton image. Hein, je suis faillible, et bienvenue à ça, en fait. C'est ça, c'est aussi cette image qu'on veut donner, qu'on veut transmettre aux enfants. C'est de dire, en fait, moi je suis hyper douée à ça. J'adore je suis hyper douée dans tout ce qui est artistique, littéraire, etc. C'est plutôt mon domaine. Après, les mathématiques, c'est pas trop mon truc. Même, je peux avoir parfois un enfant qui s'intéresse à un sujet, puis en fait, il y a personne dans l'école qui est vraiment compétent là-dessus, ou des gens qui ont quelques notions. Et c'est ok. Et parce qu'on n'est pas des robots. Viens, on va apprendre ensemble. On n'est pas des robots, on peut pas être parfait dans tout. Pourtant, c'est quand même la pression qu'on nous met, hein, de devoir être bon partout, quoi. Et donc, du coup, ça fait que nous, on est dans on a on paye cette liberté, hein, avec le fait d'être hors contrat, d'être payant, parce que non subventionné, etc. On l'a payé à prix cher, cette liberté, mais on a quand même fait ce choix d'avoir une grande diversité d'adultes présents pour nous, une grande diversité d'enfants, de manière à ce que chaque individualité ait l'espace d'être et de devenir, en fait, qui elle est, et de se confronter aux autres et de faire avec les autres, en fait. Il y a vraiment ce double truc, et donc dans l'éducation nationale, oui, le fait d'être 1 pour 30, comment pratiquer des apprentissages où tu es dans l'expérience, où tu es dans le vécu, à la fois pratique, émotionnel, intellectuel, comment mettre ça en place dans ces conditions-là. Je peux avoir en moi tendance un peu personnellement à torpiller l'éducation nationale, mais c'est surtout une question de système et de cadre. En fait, j'ai aussi fait l'expérience de professeurs qui étaient très investis, très motivés et tout, mais pour déjà, ils sont minoritaires. Et surtout, les pauvres, c'est compliqué, quoi. Moi, je connais de plus en plus d'enseignants qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur et qui n'y parviennent pas parce qu'elles sont contraintes par le cadre, par la hiérarchie, par l'inspection. J'ai même plusieurs amis qui m'ont avoué cacher leur matériel Freinet, Montessori, quand elles sont inspectées, pour pouvoir montrer des traces officielles d'exercices corrigés à la manière de l'éducation nationale telle que c'est attendu, valorisé, etc. Donc on en est là, en fait. On en est là. On est dans un carcan complètement verrouillé, et les initiatives personnelles d'enseignants qui veulent faire bouger les choses de l'intérieur, elles sont hyper précieuses, mais c'est éprouvant. J'ai à la fois beaucoup d'admiration pour ces gens-là, et en même temps j'ai l'impression qu'ils se perdent dans un truc où ils vont être broyés, où ils peuvent pas gagner, et qu'en fait je sais pas, je vais pas donner des conseils, parce qu'en fait s'ils partaient tous, je sais pas ce que dirait l'éducation nationale, mais peut-être que justement ça favoriserait le changement aussi s'ils partaient, mais je sais pas, j'ai un mélange d'admiration, mais en même temps je me dis, si à l'endroit il s'écoute pas assez pour vraiment claquer la porte et essayer autre chose, quoi. C'est compliqué, je pense qu'il n'y a pas de solution pratique toute faite, mais le fait est que Sandrine et moi on a côtoyé l'éducation nationale chacune pendant 10-15 ans, on s'y est usé, et c'est pour ça qu'on en est sorti aussi, quoi. Qu'on a décidé de s'écouter, de mettre nos limites professionnellement, et puis aussi parce qu'on avait des enfants, et voilà, mais qu'on avait touché notre limite. Et parmi les bénévoles qu'on a ici, on a des instituts qui sont en burn-out, qui ont besoin qui aiment leur métier, en fait, mais qui ne peuvent pas l'exercer tel qu'elles le voudraient, en fait, et qui sont bénévoles chez nous. Des instituts formidables, il y en a plein, quoi, mais ils sont enchaînés, et je ne connais pas la voie qui leur permettra de se libérer et de délivrer aussi les enfants qu'ils ont en charge, quoi. C'est un vrai sujet de société. Ouais.
d'ailleurs, peut-être qu'on pourrait parler aussi de comment est-ce que l'école se positionne par rapport au système de l'éducation nationale, quel rapport est-ce que vous avez avec eux, quelles contraintes aussi vous pouvez avoir. Alors nous, comme toute école privée hors contrat, donc on est déclaré auprès de l'éducation nationale, on est inspecté tous les ans. Normalement, là, il y a eu le Covid, donc ils sont pas venus sur les années Covid, mais on a été inspectés l'année dernière. Alors c'est pas les mêmes règles du jeu quand on est public ou privé. Quand on est dans le public, les enseignants sont informés à l'avance du jour et de l'heure à laquelle ils vont être inspectés, des modalités. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, ils se présentent de manière inopinée. Donc, ils sonnent à la porte un jour, qu'on soit là ou qu'on soit pas là. Nous, ça nous est arrivé d'être sur le point de partir en sortie à Paris. Ouais. Voilà, c'était pas de chance, mais c'était comme ça. T'imagines, ils arrivent, on a sonné avec personne, donc en fait, c'est une école fantôme. On n'est pas à l'abri de ce genre d'interprétation. Mais en tout cas, voilà, le fait de venir de manière inopinée, c'est assez inconfortable pour nous aussi. Et ensuite, comment ça se passe ? On n'a jamais eu trop de difficultés. Viennent observer ce qui se passe dans l'école, discuter un peu avec les enfants, regarder les classeurs, et puis ensuite discuter avec l'équipe pédagogique. On n'a jamais été trop embêtés, bien qu'on n'ait jamais non plus été très accueillis. C'est-à-dire que l'ouverture à une autre façon de faire, on ne l'a pas senti en fait. On n'a jamais senti que les inspecteurs, que l'éducation nationale étaient intéressés par ce qu'on faisait. Oui, donc on n'a jamais été embêtés, mais on n'a jamais été ni approuvés ni accueillis dans simplement une autre façon de faire. On sent de la méfiance, de la défiance. Tout simplement, enfin, des exemples concrets. Enfin, sur la dernière inspection, on a une inspectrice d'éducation physique et sportive qui est venue et qui nous a demandé où nous pratiquions le sport. Alors nous, on a 3000 m² de terrain sur lesquels les enfants courent, grimpent, sautent, font des parcours d'obstacles, etc. Après, il y a des cabanes un peu partout. Ici, ils avaient fait une cabane extrêmement grande, mais je ne sais plus pour quelle raison. Mais elle a été cassée par des gens qui sont venus voler la cabane. Ils sont venus voler la cabane. Ah, ok. Ouais, voilà. En gros. Stylé. Voilà, ouais, c'est ça. Ah ouais. Il y a l'histoire de la corde aussi. Voilà, la corde. La corde. On a une corde, on a 2 autres cordes où pendent des anneaux d'exercice. Et donc, elle nous demande à quoi sert la corde. Alors, je la regarde un peu interloquée en lui disant que ça sert justement à faire de l'éducation physique et sportive, que les enfants se hissent, font des figures acrobatiques, que c'est quand même un terrain d'expérimentation, d'exploration physique et sportive intéressant. J'avais vu une jeune fille dont je ne parle plus le nom, mais qui avait l'air sacrément douée à ça. Ah ouais, à force de s'entraîner, il y en a qui déploient des trésors d'ingéniosité et de souplesse et compagnie. Mais et tout ce qu'elle a, cette femme-là, ce qu'elle a eu à me répondre suite à mes explications, c'était que potentiellement c'était dangereux. Une corde comme ça, là, dans le jardin, libre, disponible et accessible, c'était dangereux.
Mais à ce moment-là, je sais pas, moi, marcher est dangereux parce que potentiellement, je peux me prendre les pieds dans mes propres pieds, en fait. En fait, il n'y a plus de limite sur la. C'est un risque. excellent exemple parce qu'en fait, je crois qu'au quotidien, on se rend pas compte à quel point la marche bipède, c'est un truc de malade. Hein. C'est sacrément complexe, hein. Descendre un escalier sur deux jambes avec une stabilité limitée, Bah, et surtout quand on la pratique de moins en moins et qu'on reste assis face à un ordi ou à un bureau, etc., où on pratique, où on est à l'aise et adaptatif dans son corps, en fait. Et dans sa tête aussi, forcément. Mais oui, enfin, on voit bien qu'ils attendent de nous qu'on maîtrise la situation. Voilà. Ils attendent qu'on maîtrise la situation et les apprentissages de chacun des enfants. Ce qui était assez fort aussi comme remarque qu'on a pu avoir, c'est que nous, les enfants, donc dans leur classeur individuel, ils n'ont pas tous les mêmes choses dans leur classeur. Parce que ils sont pas forcément qu'ils aient le même âge, enfin même s'ils ont à peu près le même âge, ils sont pas forcément le même intérêt, donc le même niveau. Donc ils ont des choses différentes. On va travailler par projet, donc ils sont pas forcément même, ils travaillent pas forcément les mêmes choses au même moment. Et ça nous a été reproché. Il nous a été reproché qu'il n'y ait pas cette grande trame commune d'un programme fixe pour tous, qui soit comme un guide pour les enfants et pour nous. Donc nous, on entendait bien, elle ne disait pas programme, mais nous, on entendait bien programme, bien que nous soyons parfaitement dans notre droit de ne pas suivre les programmes de l'éducation nationale. Ça fait partie de nos libertés. Ouais. Et la question d'ailleurs du privé hors contrat, c'est que vous êtes privé, vous êtes hors contrat, mais vous dépendez quand même dans une certaine mesure de l'éducation nationale. Tout à fait. Et en discutant avec une amie institutrice, elle est tombée de sa chaise parce qu'elle m'a dit, mais écoute, j'ai été inspectée, on m'a dit exactement l'inverse. Mes classeurs étaient les classeurs de mes enfants étaient bien propres, bien nickel, tous pareils, même même façon d'évaluer chacun, etc. Et on lui a dit, il faut différencier. C'est l'individu. Et alors, à ce moment, je suis moi-même tombée de ma chaise parce que le discours n'a aucune cohérence. Ah mais c'est vrai qu'en plus dans les rapports à l'éducation nationale, ils aiment bien en fait vachement communiquer sur le fait qu'il faut s'adapter aux besoins de chaque enfant et tout, et plein de choses comme ça. C'est beaucoup de la langue de bois en fait, mais il y a beaucoup de théories, beaucoup de grands concepts et d'idées qui doivent faire plaisir. Et je suis sûr qu'en les écrivant, ils sont vachement plaisir en tout cas. Voilà, je pense. Et ensuite, il y a quand même un sacré fossé avec la réalité et la pratique et le terrain que pratiquent justement les enseignants et qui ne sont pas aidés, quoi. Tout un programme, quoi. En même temps, je sais pas, ton métier c'est inspecteur, t'es un peu là pour dire ce qui va pas, si t'as pas trop des trucs à dire à la fin, tu te sens un peu inutile peut-être. Ouais, bon, je sais pas, je fais de la psychologie à deux balles, mais... Ils viennent nous inspecter avec leur grille de lecture à eux. Ouais. En fait, il y a deux inspections différentes. Il y a celle dans l'école publique où il y a certaines règles du jeu. Nous, il y a d'autres règles du jeu, mais par contre, ils viennent nous inspecter avec la même grille. Donc, déjà, ça marche pas. Et ensuite, nous, on a bien essayé, on leur a offert des livres, on leur a offert de la lecture pour qu'ils comprennent, en fait, notre façon de fonctionner, de voir les choses, de mettre en pratique à l'école. Bon. Voilà, c'est resté sans suite. Mais de la même façon qu'on n'est pas en opposition frontale avec eux. En fait, nous, on veut leur montrer qu'on est une petite école, on est un labo, et on peut expérimenter plein de trucs. Et si on se trompe, c'est pas grave, on est tellement petit qu'on peut rebasculer et s'adapter. Et qu'on est preneuse, en fait, qu'on est preneuse de retour d'expérience, de sollicitation d'avis. On n'est pas fermé, on n'est pas fermé, au contraire. Mais je crois que c'est pas le canal de communication qui
existe entre nos institutions, quoi. Le fait est aussi que, comme bon nombre d'écoles démocratiques en France, nous ne recevons pas le rapport d'inspection. Ah bon? Non. Du coup aussi, vous avez dû faire quelques changements dans votre organisation par rapport à des demandes de l'éducation nationale? Nous, quand on a ouvert il y a 5 ans, la loi nous autorisait à jouir de notre liberté pédagogique, c'est-à-dire effectivement pas de programme, pas d'obligation en termes de progressivité et de continuité. Donc effectivement, nous, on avait le temps pour qu'à la fin des cycles, on puisse dire, au niveau du socle le socle commun de compétences, de connaissances et de culture, on puisse valider que effectivement, tel enfant, à tel moment, il a vu ça de telle manière. Et ça a été acquis. Voilà, des cases à cocher. On avait le temps. Et la liberté d'atteindre, en fait, cet objectif d'apprentissage. La loi s'est modifiée par 2 fois dans ce laps de temps, nous impactant directement. La première fois, juste après l'ouverture, la loi s'est modifiée avec la loi Gatel, et à ce moment-là, ça a modifié des choses, notamment par rapport aux conditions d'ouverture et de fermeture des écoles. Jusqu'à présent, c'était assez simple d'ouvrir une école privée hors contrat. Ils ont mis vraiment beaucoup de bâtons dans les roues, probablement pour décourager ce genre d'initiative. Et la seconde fois où ça a été modifié... Oui, moi j'avais vu par exemple... je ne sais pas si c'est vraiment dans la loi ou si c'est quelque chose qui est dans le rapport, mais sur lequel je t'ai tombé, mais que par exemple pour être directeur d'une école, il fallait justifier de certains diplômes. Ouais. Je ne sais pas si c'était déjà le cas avant. Non, avant la loi Gatel, c'était pas nécessaire. C'est-à-dire que moi, je suis devenue directrice avant la loi Gatel. D'accord. Et j'avais pas besoin de justifier quoi que ce soit. Donc ça a été modifié à ce moment-là. Et ensuite, il y a eu plus récemment la loi contre les séparatismes, la fameuse, qui a lourdement impacté l'instruction en famille et qui a aussi impacté les écoles privées hors contrat, puisqu'ils ont ajouté des petits mots concernant notre liberté, à savoir que maintenant les élèves sont censés apprendre de manière progressive et continue. Donc là où on avait la liberté, maintenant c'est devenu progressif et continu. Et vous n'êtes pas progressif et continu, du coup vous êtes saccadé. Jusqu'à présent, on pouvait avoir des enfants qui ne touchaient pas du tout aux maths, comme j'en parlais tout à l'heure, et qui, à un moment donné, tac, il passe sur un projet et en 3 semaines, c'est bon. Ouais. Là, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On est interdit de suivre l'élan de l'enfant si jamais il ne veut pas faire de maths. On doit justifier, à travers des traces écrites, de la progressivité et de la continuité des apprentissages des enfants dans tous les domaines. En maths, en français, etc. On doit justifier. En plus, ce qui est compliqué, j'imagine, c'est qu'il y a pas mal d'enfants qui arrivent dans des écoles comme ça aussi, parce que en fait, c'est un truc supplémentaire aussi, c'est que vous partez pas de zéro, souvent vous avez des enfants qui sont un peu blessés en fait par le système éducatif classique, donc ce qui d'ailleurs peut créer, je pense, des situations où on a peut-être des enfants qui pendant un certain temps vont être très passifs, très peu investis dans des trucs entre guillemets constructifs, et parce qu'en fait ils ont besoin de déconstruire, de se relâcher, de se trouver eux-mêmes. Ouais, de se donner le droit de plus mettre la pression, de découvrir leur liberté et tout. Et c'est marrant parce que moi j'ai eu une étape comme ça, mais je l'ai eu à 18 ans en fait. Quand je me suis déscolarisé en terminale, on n'a pas parlé, mais bon, c'est un truc que j'ai déjà abordé vite fait dans une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, où effectivement j'ai eu cette période où je me suis réapproprié ma liberté, mais ouais, un peu comme un enfant, c'est-à-dire que je passe quasiment toutes les journées devant le PC ou voilà, on va faire intéressant entre guillemets. Mais je pense que c'était une période qui était nécessaire parce que quand on t'a dit toute ta vie ce que tu devais faire et qu'après tu es livré à toi-même, tu sais plus en fait ce que
que tu as toi envie de faire, quoi. Complètement. Complètement. Et donc là, le coup que je ferais avec les situations dont tu parles, c'est que finalement, on a peut-être des enfants, certains du coup, qui vont arriver du classique, qui ont besoin de décompresser et tout. Et bah du coup, alors c'est quand même mieux sans doute, mais ils se retrouvent quand même un peu avec la pression du classique qu'ils avaient à l'origine, parce que ils peuvent pas explorer complètement c'est la ça. liberté, quoi. Après, nous, on s'autorise quand on a des enfants qui arrivent et qui ne peuvent pas retourner sur des ateliers engageants. On s'autorise à leur dire ok, on va prendre le temps. Tu iras quand tu seras prêt. On fera le point régulièrement, mais pour l'instant, on prend le temps. Et ça, s'il faut l'argumenter avec un document bien administratif, on s'en chargera. Mais pour nous, c'est le bien-être de l'enfant avant tout, en fait, vraiment. Vraiment. Donc du coup, effectivement, on est passé d'une école sans atelier obligatoire, avec vraiment moult projets proposés par les enfants, les adultes, voilà, à aujourd'hui un modèle où on a des ateliers engageants le matin, donc par petits groupes d'intérêt, tranches d'âge, bien que ça soit très poreux, encore une fois, des moments d'atelier, un adulte, un enfant, parce que des fois c'est nécessaire, voilà, momentanément. Et donc des ateliers engageants, obligatoires, le matin sur les matières principales, académiques, celles qui nous sont demandées, qui sont exigées, non pas demandées, c'est exigé. On en est réduit à ça pour survivre en fait, pour ne pas être contraint de fermer l'école, parce que jusqu'à présent c'est pareil, une école privée hors contrat ne pouvait être fermée uniquement s'il y avait un manquement lié à la sécurité, à l'hygiène ou aux bonnes mœurs. C'était avant. Maintenant... maltraitance caractérisée, quoi. Voilà, ça c'était les 3 motifs qui permettaient à un tribunal de faire fermer une école. Aujourd'hui, ça aussi ça a été modifié, on peut faire fermer une école pour un motif pédagogique. Il y a marqué pôle nord et pôle sud. Non, qu'est-ce que c'est un pôle? C'est quoi un pôle? C'est un endroit fort. T'imagines le globe comme ça. Ouais. Ils sont où les pôles? C'est vraiment un petit point, tu vois. Et moi, ce que j'aurais dit, c'était des endroits sur le monde à 90 degrés nord et sud. par exemple, donc les pôles, ils ont souvent 6 mois de jour et puis après 6 mois de nuit. Ça doit être difficile pour s'endormir. Oui. Et je crois que c'est au l'équateur. Sinon, il y a une autre manière de le dire, c'est quand la Terre elle tourne. En fait, vous voyez que les points qui sont là, ils vont bouger. Par contre, les pôles, ils restent au même endroit. Pourtant, il est autour. Non, il reste pas au même endroit, vu qu'il va autour Si tu imagines un point qui est pile au centre là, Ouais. ben ce point il tourne sur lui-même mais il bouge pas. Tu vois? Donc il y a quelque chose par rapport à l'axe de la Terre. Au nord, c'est le. Si t'es au nord, Pôle tu nord. fais un pas au Et sud. le point du sud, Ça boussole à faire tout. C'est ça, exactement. Ouais. Oh, la boussole est bien folle, quoi. Mais c'est pas tout à fait vrai, parce que ça, c'est le pôle magnétique, du coup, ça fait ça. Oui. Donc, Ouais. Mais pareil, c'est parce qu'on a été très habitués à celle-là. Et vous savez que les personnes qui habitent dans l'hémisphère sud, la carte, ils la font dans ce sens-là. Ils se sont mis eux en haut. Leurs cartes, elles sont comme ça. Je savais même pas. Tu savais pas? Ah ouais? Donc Ouais. pour eux, l'Antarctique, c'est le pôle nord, c'est Eh ça? oui. Attends, mais ça Non, ça reste le sud, sauf que pour eux, le sud est en haut. Et le nord est en bas. Parce qu'eux, ils sont à l'envers. Peut-être que c'est nous qui sommes à l'envers par rapport à eux. Oui, quand même. Mais alors, pourquoi on n'est pas à l'envers? Mais en fait, dans l'espace, il n'y a pas d'envers et d'endroit. Exactement. Mais en fait, à l'envers et l'endroit, c'est la gravité. C'est quoi la gravité? On est attiré par le centre de la Terre. Si on lâche quelque chose, peu importe où est-ce qu'on soit, ça va tomber vers le centre de la Terre. Sauf si on s'éloigne suffisamment pour que la gravité n'ait plus d'impact sur nous. C'est vrai qu'en fait, quand on y pense, mettre le nord en haut et le sud en bas, c'est complètement arbitraire. C'est complètement arbitraire. Ouais.
Mais ça veut dire que l'équateur, ça veut dire que... Voilà. Et on a dit ça comme ça pour se faire des repères et ne pas se tromper. Mais du coup, le nord est en bas et le sud est en haut. Oui. Et du coup, pour eux, le globe est comme ça. Ouais, tout à fait. Et les degrés, ils les comptent à l'envers. Normalement, il est Pas de globe, j'en ai besoin. Tiens, mais arrêtez de On vers le sud. Pour eux, le nord est en bas. tu peux me le corriger, s'il te plaît. Oui, alors, moi, vu qu'on réussit à tout. Il n'y a pas Mais un c'est motif très, très maintenant, genre défaut d'éducation, mais du coup c'est très libre d'interprétation quoi. C'est très libre d'interprétation. Et là, on y met ce qu'on a envie d'y mettre, concrètement. Moi, je ne sais pas comment expliquer que dans certaines académies, toutes les écoles ferment, alors que dans d'autres académies, elles ne sont pas embêtées, en fait. Parce que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui chapeaute l'académie et qui soit est assez ouvert aux alternatives, soit au contraire beaucoup plus fermé. Parce que c'est juste qu'une question de personne et de sensibilité individuelle et un tel pouvoir sur Moi, je pense pas, des projets d'école, sur des vies de famille et sur des vies d'enfants, en fait, qui vont subir de plein fouet la décision tout à fait subjective d'une personne qui n'est pas sensible à l'alternative. Qui n'est pas venu sur place, qui n'a pas posé des questions aux enfants, aux adultes. Voilà. Oui, du coup, il y avait une dernière chose aussi dont je voulais parler avec toi. C'est par rapport à l'argent, en fait, comment vous fonctionnez au niveau économique. Ouais. Alors, donc, comme on est une école privée hors contrat, de fait, c'est écrit dans la loi, on n'a pas le droit de bénéficier d'argent public. Ça nous est interdit. Donc, à partir de là... Ce qui est un statut différent d'ailleurs du lycée autogéré de Paris dont j'avais parlé dans une vidéo. Oui, eux, ils sont publics. Ouais. Ils font partie des exceptions avec le lycée de Nantes. Voilà, ils font partie des exceptions. Nous, on est privés. On ne pourrait devenir public qu'à partir de 5 ans d'existence et passer sous contrat avec l'État. Mais à ce moment-là, donc l'État paye les professeurs, mais par contre, les professeurs respectent les règles du jeu de l'éducation nationale et des programmes, etc. Sachant que du coup, le cas du lycée autogéré de Paris est vraiment particulier parce que eux, ils sont publics, mais ils respectent que avec énormément, on va dire, de souplesse le cadre de l'éducation nationale. Ils sont vraiment une exception. Ouais. Et d'ailleurs, leurs conditions d'exercice sont menacées en permanence. Ils se battent, actuellement encore pour divers points, notamment sur le passage d'examen, sur le passage de bac, où c'est clairement, ils partent avec des handicaps par rapport aux autres écoles, aux autres lycées publics. Mais toujours est-il qu'on n'est pas aidé. Au contraire, financièrement, on nous met vraiment des bâtons dans les roues, puisque ne pouvant bénéficier d'aucune aide publique, la seule solution qui nous reste, c'est de trouver de l'argent privé. En fait. Donc l'argent privé va venir des familles à travers les frais de scolarité, qu'on plafonne à 5 000 € l'année. Et cette somme est assez douloureuse à vivre pour nous en tant qu'équipe. Ça représente une énorme somme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la baisser parce qu'on a un loyer important pour une bâtisse et un lieu comme ça en centre-ville à Tampes. Qu'on est au minimum de la convention collective de l'enseignement privé hors contrat pour nous rémunérer. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire moins. Et qu'on est dans du système de récupération matérielle, etc. Enfin, on tire vraiment un maximum les coûts vers le bas. Et en même temps, quand il y a besoin d'investir parce qu'il y a tel ou tel projet, on va y aller, quoi. On va même pas se poser la question. Juste, notre année à l'air libre, elle coûte 5 000 € pour être 25, encadré par 7 personnes par jour, etc. Alors que la scolarité d'un enfant dans le public, c'est 8 000 €. Et ensuite, dans le collège, c'est 10 000. Il me semble que pour le lycée, c'est 12 ou 15 000.
Ça augmente. Sachant qu'en plus, il doit avoir il doit avoir des économies d'échelle et tout. Donc on coûte moins cher, on propose une scolarité moins chère que ce qu'elle coûte à l'État pour un enfant dans le public. Il n'y a pas de dérogation en termes d'impôts si notre enfant n'est pas scolarisé dans le public. Non, il n'y a rien. Donc, on paye quand même les impôts pour financer l'école publique. Non, les familles qui font le choix de payer une scolarité différente à leurs enfants, c'est double peine pour elles. C'est-à-dire qu'elles payent leurs impôts, et ensuite, en plus, elles payent une autre école pour leurs enfants. Et ça c'est... Enfin, nous, on vit ça vraiment comme une injustice, parce qu'on sait très bien qu'il y a des pays où ce n'est pas le cas. Il y a des pays dans le nord de l'Europe où le chèque éducation existe. Ce chèque miraculeux qui fait que n'importe quel citoyen paye ses impôts. Et à la rentrée, les familles choisissent une école. Donc c'est parmi toutes les écoles qui vont dans leur secteur, etc. Et ensuite, elles écrivent un courrier en disant voilà, nous choisissons telle école, nous avons besoin de récupérer l'argent que nous vous avons versé pour redistribuer à telle école. Et l'État redistribue. Alors je ne sais plus si c'est tout ou partie, mais en tout cas, redistribue aux familles. C'est dans plusieurs pays nordiques que je n'ai pas forcément retenu lesquels, probablement Norvège, Danemark, ou... Norvège, je suis quasiment sûr. Ouais. Et un système comme ça qui fonctionne pas si loin de chez nous, pourquoi il ne serait pas applicable ici en fait? Techniquement, c'est pas très compliqué. Après, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait entraver une volonté de ne pas voir se développer des alternatives sur le territoire? Ça peut être. Je crois qu'on a, peut-être en France, on a beaucoup une idéologie universaliste en fait, qui vient de la Révolution notamment. Et on est beaucoup dans ce truc de identité nationale, tout le monde doit faire pareil et tout. Ouais. On en parlait tout à l'heure de l'égalité, qui ne va pas confondre avec l'uniformité, l'uniformisation. Quoi. Et est-ce qu'on veut un peuple uniformisé ou est-ce qu'on veut un peuple qui brille de sa diversité en fait? Ouais. Donc du coup, effectivement, financièrement, on a un modèle économique qui est assez précaire en fait. Et bon, en plus, il y a une chose que j'avais découvert, c'est que du coup, donc il y a les écoles privées sous contrat et les écoles privées hors contrat. Et moi, je pensais, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles assez aisées qui mettent leurs enfants dans des écoles privées sous contrat, du coup, et je pensais que c'était vraiment cher. Et en fait, je sais plus, c'était quoi les prix que j'avais vus, mais c'était peut-être 100 € par mois, ce qui est quand même une somme, mais bon, il y a. Moi, j'imaginais quelque chose de beaucoup plus. Non, pas du tout. Non, en fait, l'éducation nationale paye en fait les salaires, enfin vraiment les postes les plus importants. Et ce qui est demandé aux familles, c'est des frais pour la garderie, pour le matériel, ce sont des petites sommes en fait qui permettent à l'école d'avoir un peu plus, d'être peut-être plus à l'aise que sur un fonctionnement d'éducation nationale un peu serré. Mais non, ça n'a rien à voir. Nous, tous les frais de fonctionnement résident sur le règlement des frais de scolarité des familles. Si on n'a pas assez de familles inscrites, l'école s'arrête en fait. C'est à moins qu'on trouve un mécène qui soutienne. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent un peu à l'économie, pour moi, l'éducation nationale, et en particulier en France, c'est vraiment l'exemple typique, archétypal, voire caricatural de ce que c'est qu'un monopole, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc qui contrôle tout, quoi. Ouais, c'est plus un mammouth, maintenant c'est du pieuvre. Ouais, c'est ça. C'est tentaculaire, ouais. Mais tant qu'il reste des interstices entre les tentacules, on va pouvoir s'en saisir, et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Et qu'on œuvre à notre petite échelle, mais qu'on œuvre quand même, et qu'on voit bien qu'on n'est pas seul, et que ça nourrit quand même de l'espoir de pouvoir avoir un avenir différent, et surtout une culture de changer en fait cette culture de l'éducation traditionnelle qu'on a en France. Vraiment, au-delà des écoles,
il y a vraiment ce changement de paradigme, ce changement de regard qu'on porte sur l'enfant, sur l'individu en général, sur le vivre ensemble. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est à changer profondément en nous avant que ça puisse se matérialiser de manière pérenne au travers d'écoles. Oui, d'ailleurs, en parlant de changement de paradigme, une chose que j'ai aussi envie de dire, c'est que du coup, sur ma chaîne, je peux aborder des sujets qui peuvent sembler assez différents et partir un peu dans tous les sens, mais il y a toujours cette idée justement de changement de paradigme. Et là, par exemple, une des prochaines vidéos que je devrais faire, ça va être sur Paul Feyerabend et le livre Contre la méthode, donc qui est beaucoup plus tourné sur la notion de la méthode scientifique et de la démarche scientifique. Et en gros, pour résumer brièvement, sa thèse, en fait, c'est que les méthodes en sciences, c'est bien quand on a un domaine qui est déjà bien institué, qu'on connaît bien, et que dès qu'on essaye de faire de la recherche vraiment novatrice, de mettre au point des nouvelles théories et tout, là, en fait, historiquement, on observe que quasiment à chaque fois, en fait, on a envoyé valser toutes les méthodes et on a fait des trucs qui étaient entre guillemets interdits ou qui sortaient du cadre. Et donc, en fait, en gros, sa thèse, c'est de dire, en science, tout est bon et vous ne pourrez jamais trouver une vraie méthode qui différencie la science de quelque chose de non scientifique. Voilà, pour résumer le livre très brièvement, mais en fait, quelque part, ce qui peut être appliqué dans des écoles comme l'école à l'air libre, ou les écoles inspirées de Sudbury, c'est un peu l'application pratique de ce genre de principe. C'est-à-dire que justement, on se rend compte, en fait, que quand on prend des libertés par rapport à la méthode, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent se développer, mais qui ne rentraient pas dans les cases et qu'on ne peut pas... avec lesquels on ne peut pas faire un tableur Excel pour dire à tel moment il a appris ça selon tel programme et tout. Mais pourtant, on retire la méthode, mais du coup, il y a plein de nouvelles choses qui se développent. Ça ouvre tous les potentiels, en fait. Toutes les possibilités arrivent à partir du moment où on ose ouvrir le cadre. Et dans a priori tous les domaines. Et c'est enthousiasmant. Oui. Okay, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Merci à toi. C'était chouette. Moi, je me sens fatiguée et joyeux. Ouais. Je me sens fatiguée. Peut-être que la journée d'Halloween commence. Et sinon, parfois, joyeux. Moi, je me sens fatiguée. Moi, je me sens joyeux et fatiguée. Moi, je me sens joyeux, fatiguée. Et j'ai mal à la vie. Bonjour à tous, moi je me sens aussi extrêmement fatigué, genre passer une nuit. Et tellement que ma nuit était fantastique, ce genre de yeux qui pétillent tellement j'ai en fait, j'ai plus envie de les fermer et de les... Moi je me sens fatigué aussi, c'est pas trop mon horaire habituel, je suis pas le seul apparemment. Je suis un peu stressé aussi parce que c'est un environnement que je connais pas, donc je pense que ça va pas se passer. Moi, hier, j'ai bien aimé. Samedi, j'ai bien aimé l'anniversaire d'Anaïs. C'était bien, j'étais super surprise parce que il y avait Juju qui n'était pas censé venir. Et donc, il y avait aussi Clara, Thomas. Et j'ai fait le trajet pour y aller avec Rika, Chiara, moi, Maza et Léa. Et donc on était un peu ratatiner, mais c'était bien. On a fait une belle après-midi. Il y a certaines voilà. Et
Et on est resté dormir, on a fait le jeu des serveurs, un jeu, on a des plateaux, 3 verres. Il faut genre passer en dessous, marcher sur des trucs, passer en dessous sans faire renverser nos verres. Et ça, c'était trop bien. Voilà, et hier, j'ai vu quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'était trop beau. Je suis rentrée dans mon petit shopping. C'était au moment du crépuscule et les couleurs dans le ciel étaient juste magnifiques. Il y avait le ciel qui était encore bien bleu, les nuages qui étaient roses, mais vraiment un très très beau rose. Et puis après, ça a changé de couleur. Les nuages sont devenus gris, mais il y en a d'autres qui sont devenus orange, toujours avec le ciel bleu. Et c'était trop beau. Et plus tard, quand je suis sortie dehors, j'ai vu une chouette passer au-dessus de ma tête, chose qui est très très rare. Donc voilà. Donc elle prépare les affaires et je regarde les billes, je regarde les fioles, je vois qu'elle en sort 3. Je dis waouh, ça fait quand même déjà beaucoup de fioles. J'estime 200, je pense que ça fait déjà beaucoup de sang qui va partir. Donc je la regarde, je tiens mon prénom, je sors ça et les piqûres bérénophobes, ça me fait tourner les aiguilles. Et du coup elle me dit ok bon, ça non ça c'est. Donc elle met sa petite compresse. Moi, je suis dans mon bras, et je tourne la tête, et je commence à fermer les yeux. Elle dit, ah non, surtout ne fermez pas les yeux. Et je dis, bah ouais, mais moi, ça me stresse d'avoir les yeux là ouverts, et tout ça, et de me dire que j'entends prendre ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Elle me fait, non, mais gardez les yeux ouverts, et moi, je vais vous parler, tout ça. Donc, elle me parle, elle me dit qu'est-ce que je fais en ce moment dans la vie, je lui explique, et bon, arrive à ce qui va arriver, je commence à sentir les effets du malaise, donc elle a fini de faire le prélèvement et moi je commence à partir, je commence à me sentir mal, je commence à me dire c'est la fin de ma vie, je vais mourir sur un siège, j'ai même pas le temps de finir des projets, même pas le temps d'aller au bout de plein de choses. Et je la vois, j'aperçois quelqu'un au-dessus de moi parce que je commence à avoir un voile noir au-dessus de moi, je vois rien. J'arrivais plus à sentir mes mains bouger, mes orteils, c'était horrible, je sentais plus rien. J'étais pas bien, elle me dit, vous voulez un verre d'eau avec du sucre? Je lui dis, oui, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de plein de choses. Donc elle m'apporte ce qu'il faut, je bois son verre, je lui dis, il me faut encore de l'eau, s'il vous plaît. Elle m'apporte encore un autre verre d'eau, elle me regarde, elle me dit, ça va aller? Je fais, ouais. Je ne sais pas quel verrou mental a sauté dans mon esprit, mais j'ai commencé à faire du sport. Alors au début je me suis dit Tito t'es en train de faire une petite anémie, tu vois, genre ça va passer, tu sais, de toute façon t'as que nenni. J'ai mis mon réveil 10 minutes plus tôt pour pouvoir faire du sport le matin. Je sais pas, j'espère que ça va s'arrêter. Juste une petite annonce à faire dans la salle des saints, en fait, ce week-end il y a une étagère qui est tombée, voilà. Donc voilà, j'ai mis tous les documents de côté, mais du coup, évitez de mettre des choses sur cette étagère qui est vide. Et également, il y a une serpillière qui a pris un peu cher. Je sais qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore terminé leur article, donc là, il faudrait vraiment... ceux qui n'ont pas fini leur article finissent ce matin, et ceux qui ont fini leur article, mais qui n'ont toujours pas filtré pour qu'on vérifie l'orthographe et tout ce qui va avec, venons ce matin. Ouais, du coup, pour rappel, dans la salle calme, dans toutes les salles, on range derrière soi et dans la salle calme, on n'est pas censé jouer, et du coup, c'est assez étrange que ce soit autant le bazar dans cette salle. Donc, ouais, pensez bien à ranger derrière vous. Ouais, du coup, pour les gens qui font le ménage et les gens qui passent derrière. Voilà. Deuxième annonce, beaucoup trop de bruit dans les couloirs pendant les temps d'atelier. Hélène. C'est Hélène, mais elle est là. Parce que c'est vrai qu'on était en train de lire. En fait, on a et oui, et il y avait Thomas, Marius et Lucas. Et c'est là, je me demande si c'était. Donc, pendant les parties, ça m'a dit, c'était Thomas et Marius. Il y avait pas qui, mais ensuite, il y avait d'autres personnes qui pouvaient, dans les escaliers, qui donnent de bruit. Et nous, on a Ok, annonce numéro 3, salle musique, autricité, fresque du climat tombée, faites attention à la fresque. Jolan. Ouais, la fresque du climat que vous avez fait en début de semaine, dans la salle musique, autricité,
un enfer parce qu'elle n'arrête pas de tomber. Donc celle qui est sur le mur du côté de la porte, ça va. Mais celle qui est contre le mur de la salle peinture, elle n'arrête pas de tomber. Et si vous faites des activités, évitez de coller contre le mur ou de faire des acrobaties sur le mur. 5 salles portures. C'est moi qui l'ai écrit quand j'ai fait le ménage. Je suis venue, donc je suis arrivée en avance, donc je suis terminée à temps. Et il y avait la salle de peinture dans un désordre pas possible. Mardi, du coup, avec Elsa, on fera une commission pour pouvoir rassembler toutes vos idées. Donc, si mardi vous pouvez venir avec vos idées en tête, je préférerais vous prévenir maintenant que vous le dire mardi. Voilà. Moi j'avais la proposition, j'ai fait une proposition pour faire venir le compteur aussi. Et je voulais aussi le faire venir le jeudi des anniversaires. Et donc je me demande si on fait que une seule des deux propositions, c'est-à-dire ou la comédie musicale ou le compteur, ou alors si on fait les deux, mais alors ça demande un long temps d'écoute. Même si on peut faire un le matin à l'après-midi, ça fait un long temps d'écoute. La deuxième proposition, troisième, pardon, Tito voudrait faire un Secret Santa. Et j'aurais juste bien voulu savoir, là, comme ça, approximativement à main levée, qui était intéressé pour participer. Juste pour voir. Voilà. En fait, plutôt peut-être l'inverse, du coup, ceux qui ne veulent pas participer. Qui ne veut pas participer au Secret Santa. Ni à l'un ni à l'autre. Ok, bon bah du coup maintenant, est-ce qu'il y a des objections à cette proposition? Non, en tout cas, on peut célébrer, ouais. Faites filmer. Et ben, on a fini. Est-ce qu'il y a des propositions de dernière minute? Ok, on peut arrêter, c'est l'heure. Ah, attendez, on va partir s'il vous plaît. Du coup, tout le monde vient vers moi, là. Vous allez nulle part d'autre que vers moi. Et s'il vous plaît, après, on va tous se retrouver pour faire le tirage au sort du Secret Santa. Merci. File un peu.